Bienvenue sur Nerveux Média, le plus grand média en ligne. Merci à toutes et à tous pour votre parfaite fidélité et accordée à votre chaîne Nerveux Média. Vous nous suivez en République démocratique du Congo et partout ailleurs via votre chaîne. Bienvenue dans Parole aux citoyens. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, l'accord de Washington signé par le président Félix Tshisekedi. Un accord qui soulève interrogations, inquiétudes et passions au sein de l'opinion congolaise. Entre enjeux diplomatiques, sécurité nationale, relations régionales et comparaisons historiques parfois surprenantes, notamment celle de Tshisekedi et Gorbatchev. Nous allons tenter de comprendre ce qui se joue réellement. Avant d'aller plus loin, rappelons que cet accord intervient dans un contexte marqué par une crise sécuritaire majeure, en particulier à l'est de la République démocratique du Congo. Certains y voient une nouvelle orientation diplomatique, d'autres parlent d'une possible fragilisation de notre souveraineté. Alors, que contient réellement cet accord? Quels sont les enjeux? Et surtout, que faut-il retenir? Nous allons en parler avec notre invité qui est déjà avec nous, M. Vani Makengele, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui sur le beau plateau que Nerveux Média nous a donné. Oui, merci, je suis très heureux d'être ici et je vous salue également M. Dédé ainsi que toute l'équipe de Nerveux Média. Voilà, pour commencer, pouvez-vous expliquer brièvement ce que c'est l'accord de Washington et dans quel contexte il a été signé? Oui, normalement, cet accord a été signé parce que notre président a, entre parenthèses, le souci de mettre la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Et toujours dans ces mêmes démarches, le président a voulu faire tout son possible pour qu'il puisse trouver une solution concernant les difficultés et les meurtres qui se vivent à l'est de notre pays. Et raison pour laquelle il a fait plusieurs voyages. J'espère que vous avez l'idée de ces différents voyages à Doha et tout à l'heure à Washington auprès du président Donald Trump pour essayer de chercher une paix d'une manière diplomatique. Et pourquoi cet accord suscite-t-il autant de réactions au sein de l'opinion congolaise? Oui, normalement parce qu'on connaît les États-Unis en train d'essayer de mettre le calme, selon lui, partout au monde, là où il y a des crises. Et surtout, dans des grandes crises comme celle de l'Ukraine et de la Russie, ainsi que celle de l'Israël et de la bande de Gaza. Malheureusement, là-bas, on ne trouve aucune solution, on ne trouve aucun compromis. Et voir la RDC aller chercher la paix chez les mêmes Donald Trump, c'est ça qui fait un peu des inquiétudes au sein de l'opinion populaire. Dans vos propos analysés, vous établissez un parallèle entre le président Tshisekedi et Gorbatchev. Qu'est-ce qui vous a conduit à faire cette comparaison historique? Oui, historiquement parlant, vous voyez, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une guerre qu'on appelle une guerre froide de 1947 à 1991. Autrement dit, en 1991. Et c'était une guerre entre les États-Unis et l'URSS. Mais c'était une guerre, pas une guerre directe, une guerre dans des différentes sous-régions où ces deux rivaux s'est retrouvés. Raison pour laquelle les États-Unis, entre parenthèses, voulaient mettre une fin à cette guerre. Il a proposé à Gorbatchev s'ils peuvent se rencontrer. C'était le président Ronald Reagan à cette époque. Il a proposé à Gorbatchev une rencontre où ils peuvent mettre les armes à terre et puis parler diplomatiquement, régler des propos diplomatiquement. Malheureusement, Gorbatchev avait accepté cette proposition. Et après la proposition, après avoir mis fin à la guerre froide, le Gorbatchev a remarqué que ça a fragilisé l'Union soviétique. Et lorsqu'il a mis en place la politique de perestroïka, il a remarqué aussi que cette politique lui a conduit à la déstabilisation de l'Union soviétique ainsi qu'à toute la sous-région des Balkans. Et c'est par là le mot balkanisation est venu, c'est-à-dire toutes les provinces qui étaient à l'Union soviétique
commencé à réclamer leur indépendance. Parce qu'il y a eu quelques crises que M. Gorbatchev était capable de régler. Et c'était un plan bien établi des Américains. Raison pour laquelle je vois notre président Tshisekedi sous cette même angle de vue. Au début du mandat, plusieurs accords avaient été signés avec les Rwandais, l'Ouganda, le Kenya avec le recul. S'agit-il d'une erreur, d'une naïveté ou diplomatique ou d'une stratégie réfléchie? Bon, selon le président Tshisekedi, c'était une stratégie bien réfléchie, mais quant à moi, en tant qu'historien, je dirais que c'était une erreur. Pourquoi? L'effet déjà d'intégrer l'association des pays de l'Afrique de l'Est, où on sait la plupart de ces pays, les grands pays, je dirais comme le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya, sont des pays qui sont à la base de notre souffrance. Alors, aller signer des traités avec eux, ce sont les pays qui ont conduit à la chute de Mobutu, qui ont conduit à l'assassinat de notre président Laurent Désiré Kabila, et traiter avec eux pour trouver une quelconque paix, je crois que c'est une erreur, une très grosse erreur que notre président a commis. De collaborer avec le Kenya et les autres. Alors si, selon les informations, il n'avait pas eu quelques informations fiables pour dire que non, voilà, Monsieur le Président, parmi même de ses conseillers, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas traiter avec telle et telle personne. Et aussi, d'une manière aussi, il peut aussi collaborer avec ceux qui sont contre le pays pour mettre fin, pour dire au monde que non, voilà, je collabore mieux avec ces personnes, malgré qu'ils sont des traîtres, pour leur mettre au défi, quoi. Et c'est là, si ça n'a pas marché, est-ce qu'il faut-il les condamner? Non, en fait, je dis, travailler avec les gens qui nous font souffrir, actuellement, je dirais c'est une grosse erreur parce que la région des Grands Lacs, ou soit la personne de Kagame, il a des ambitions très développées sur la RDC. Je ne pense pas que M. Kagame, lorsque vous voulez la paix avec lui, vous serez en mesure d'accepter aussi ce qu'il demande. Et ces demandes sont tellement colossales et puis ça ne marchera pas d'être accepté par un Congolais lambda. La raison pour laquelle je dirais c'était vraiment une erreur de collaborer avec ces pays de l'Afrique de l'Est. On a plusieurs collaborateurs fiables qui peuvent nous aider militairement parlant et puis politiquement parlant comme l'Angola et le Burundi, mais intégrer leur association, je vois que c'est vraiment une erreur historique. Et la meilleure chose à faire par M. le Président Tshisekedi lorsqu'il était fraîchement devenu président, c'était de réorganiser l'armée. Parce qu'entre parenthèses, il trouve que l'armée était infiltrée et un Tshisekedi, qui est le Congolais des pères et des mères, selon ses partisans, la première chose à faire, c'était de réorganiser l'armée. Vous avez évoqué sur l'armée de notre pays. En 2017, les FARDC figuraient parmi les armes les plus importantes du continent. Comment expliquer aujourd'hui cette faiblesse actuelle qui est dans le monde? Moi, je dirais que M. Tshisekedi a voulu renforcer sa propre sécurité personnelle au détriment de la sécurité nationale. Parce que lorsqu'on voit la façon dont il a envoyé ses gardes-corps aller faire des formations ailleurs, et puis bien sûr on avait un embargo de la part de l'ONU, mais à son arrivée au pouvoir, l'embargo était fini. Il avait toutes les possibilités, toutes les capacités d'acheter les armes, d'acheter les munitions, soit les matériels de guerre pour réorganiser l'armée, pour renforcer l'armée, mais le monsieur a choisi de renforcer sa propre sécurité au détriment de l'armée. Et je dirais que c'est un peu ça qui a fragilisé l'armée, parce qu'on voit certaines vidéos sur Internet où on trouve des soldats de FARDC en train de réclamer le salaire, ou soit ils n'ont pas mangé pendant qu'ils sont au front. Et comment un soldat qui n'a pas mangé, qui n'est pas sûr que lorsqu'il meurt, sa famille obtiendra une assurance, et comment ces soldats peuvent, comment ce genre de soldats peut se battre tranquillement pour le pays? Je dirais que c'est un peu impossible pour une armée bien formée, ou soit pour une armée bien faite, de combattre ce genre de situation, soit à ce genre de conditions. Et dernièrement, il y a eu de recrutement. La FARDC a recruté des jeunes dans le 26 provinces.
est-ce que tout le monde, vous pensez qu'il devrait toujours travailler chez le président dans la garde républicaine? Parce que vous avez dit que le président fait mieux pour sa garde personnelle au lieu de faire aussi pour le pays. Est-ce que votre manière d'expliquer aux citoyens qui nous suivent de partout, est-ce que vous avez bien analysé cette décision? Non, je dirais que c'est pas mal d'intégrer l'armée. Mais avant qu'une personne, ou soit un jeune comme moi, intègre l'armée, il faut qu'il puisse avoir des assurances. Non, je pars à la guerre, je sais que j'ai laissé toute une famille. Mais le président lui-même, il y a eu dernièrement, on a aussi même les taux on a aussi le paiement, leur salaire a été augmenté. C'est quelque chose qu'il faut aussi féliciter parce qu'il encourage aussi ceux qui ont adhéré à l'armée. Aussi le prix, c'est pas quelque chose de moins. Aussi le prix en dollars. On connaît comment le taux d'échange est actuellement. Bon, même en dollars, quelqu'un qui touchait parfois 100 dollars, et actuellement il touche même 300. Il y a certaines personnes qui touchent même 500 dollars. Et dans l'armée, quand même, c'est quand même mieux. Mais si vous racontez ce genre de soldats, vous verrez que la plupart de ces soldats réclament toujours quelque chose qui est lié à leur. Comment on appelle les salaires des soldats? Leur solde, en quelque sorte. Solde, voilà. Ils réclament toujours des choses qui sont liées à leur solde. Ça montre clairement qu'ils ne sont pas toujours bien payés, surtout ceux qui sont au front. Il faut dire aussi qu'on ne va pas toujours laisser tout au président de la République. Vous savez, il y a aussi des généraux qui sont contre ce que le président est en train de faire. Il y a des traîtres parmi, parce qu'on ne peut pas parler toujours de Tshisekedi, qui est aujourd'hui président. Il faut parler aussi de l'armée qui a existé avant lui. Vous savez, notre armée a été infiltrée par les Rwandais, et il y avait même des accords signés avec Kabila et Kagame pour collaborer ensemble dans l'armée, collaborer aussi ensemble dans le renseignement de notre pays. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a eu quelque chose qui a existé déjà depuis longtemps? En fait, au lieu de dire que c'est aujourd'hui Tshisekedi qui le fait. En fait, ils peuvent accuser Kabila de tous ces mots, soit de dire que l'armée est infiltrée, bien sûr. Mais lorsqu'on est président, on suppose qu'on a toute une agence de renseignement ici au Congo. Et on connaît toutes les personnes qui travaillent là-bas. Et les personnes qui travaillent là, ce sont des experts. Dernièrement, il y a toute une liste qui s'est apparue sur Internet où on trouve les noms des généraux qui sont infiltrés, ou soit des politiciens qui sont infiltrés. Alors, si vous connaissez déjà des personnes, faites des enquêtes sur eux, et puis trouvez un moyen de l'éradiquer de l'armée. Le président a toutes les capacités de le faire, parce qu'il est le commandant en chef, il est le numéro 1, il est le chef d'état-major, le chef de l'État. Et pourquoi pas éradiquer toutes ces personnes que vous trouvez suspectes? Il y a eu une série d'arrestations avec quelques généraux, quelques colonels qui ont voulu, soi-disant, qui ont des collaborations avec des rebelles ou les Rwandais. Alors, la finalité c'est quoi? On est toujours agressé et on continue toujours à perdre des territoires. Alors à ce stade, doit-on parler d'incompétence, de naïveté stratégique ou d'influence intérieure sur la présidence? Non, moi je dirais parler de la compétence, ça serait un peu vague parce que je sais que M. Tshisekedi est très intelligent et s'il était compétent, il n'allait pas même faire toutes ces années qu'il a fait au pouvoir. Je dirais, premièrement, je dirais il est mal accompagné et il sait qu'il est mal accompagné, mais il laisse toujours ces personnes travailler avec lui. C'est ça que nous trouvons un peu louche. Soit je dirais, il a quelques limites ou soit il a quelques accords qu'il a signés, d'où ça lui a bloqué dans quelques prises de décision. Et le pays se retrouve maintenant à la merci de tout le monde. Mal accompagné comme certains de nos internautes qui nous ont laissé les messages en disant que le président il est accompagné par beaucoup de son entourage, sont des pasteurs, or qu'un pays n'est pas dirigé par surtout avoir beaucoup plus de pasteurs à ses côtés. Certaines choses il faut le faire avec ce qu'on appelle les grands maîtres, les ngangaki ici. Il faut avoir aussi des personnes qui réfléchissent autrement que le pasteur à côté. Vous êtes des points de vue en fait, moi je dirais en tant que chrétien, faire la guerre pour une bonne cause n'est pas un péché. Parce que dans l'histoire du christianisme, on a vu des croisades, l'église catholique, une église chrétienne. Il a fait des croisades pour sauver la souveraineté de certains pays qui étaient catholiques, agressés par des musulmans, surtout au niveau de Constantinople et de l'Espagne. C'était des guerres saintes.
l'église tuait les gens pour garder son intégrité. Alors, qu'est-ce qui empêcherait un président qui est entouré des pasteurs chrétiens de faire la guerre? Je dirais, le président ne choisit pas vraiment son entourage pour la compétence ou soit pour les qualités. Mais je dirais ce sont juste des relations de son église, de ses amis, de la diaspora et puis les autres Congolais qui sont des... En tout cas, pour ceux qui nous suivent de partout, nous sommes dans Parole aux citoyens. Nous sommes avec notre historien, M. Vini Makengele, avec qui nous sommes en train de parler sur l'accord de Washington. M. Winnie, l'accord de Washington, opportunité ou piège pour notre pays? Moi, je dirais c'est les deux à la fois. Parce que cet accord ne règle pas toutes nos difficultés et puis tous nos besoins. Parce que cet accord est beaucoup plus centré sur l'économie. Et on connaît tous, mais c'est Donald Trump. C'est un commerçant, c'est un businessman. Lui, il va se concentrer juste sur son domaine. Mais cet accord ne règle pas tout. La meilleure façon de régler la guerre à l'Est, je dirais, il faut lier ces trois aspects. Premièrement, l'accord de Washington, d'une manière économique. L'accord de Doha, d'une manière de mettre la paix entre nous et la rébellion qui sévit à l'Est. Et la proposition de dialogue de nos pères spirituels de la SENCO et CC. Si on met tous les trois ensemble, là on peut trouver une paix durable. Mais si on prend une proposition et on laisse les deux, on ne trouvera pas la paix. Parce qu'aujourd'hui, l'M23 fait la guerre, ou soit continue à prendre le territoire, peut-être pour faire des chantages à Tshisekedi de devenir aussi signer leur accord de Doha. Vous voyez? Et lorsqu'ils ont vu Tshisekedi signer avec le Rwanda à Washington, ils disent que non, cet accord ne nous concerne pas. La seule chose qui leur concerne, c'est les gens comme Nanga. Ils sont là juste pour... je ne pense pas qu'il va venir jusqu'ici à Kinshasa, même pas. Mais il fait la guerre juste pour sauver son honneur. Une fois on signe l'accord de Doha, Nanga sera lavé de tous ses péchés. Si je peux dire comme ça. La raison pour laquelle je trouve que cet accord, c'est du bluff. On a été manipulé, menti, sur tous les points. Parce qu'on sait que les États-Unis et le Rwanda, c'est comme les États-Unis d'Israël. C'est ça ce qu'on appelle la ligne là-bas. Puis petit naïf. Donc, les Américains ne trahiront jamais Kagame et les Américains ne trahiront jamais Benjamin Netanyahu. Donc, c'est des types qui sont à la base des conflits dans les régions plutôt. Les États-Unis ne les abandonnera jamais, jamais et jamais. Donc, pour vous, il faut commencer par dialoguer avec les Congolais, les autres qui font la rébellion. Et vous croyez qu'ils font pour l'intérêt général ou bien ils sont égoïstes? Oui, je dirais la rébellion au Congo, la plupart c'est de l'égoïsme. Parce que je ne pense pas qu'à part Kabila Père qui a conquis le pouvoir, mais je ne pense pas qu'ils font cette rébellion pour conquérir le pouvoir. Mais c'est de l'égoïsme comme vous venez de dire. Parce que ici, aujourd'hui, si on règle les problèmes entre les Congo et les M23, il y aura encore un groupe rebelle qui va sortir, qui demandera la même chose. Et notre seul but, ou soit la chose que nous devons faire actuellement, c'est dialoguer entre Congolais. C'est-à-dire entre tous les groupes rebelles que nous connaissons, toutes les actrices et tous les acteurs politiques que nous connaissons, ainsi que la société civile. Et comme ça, lorsque nous trouvons une solution en interne, on peut aller signer à Doha ou soit mettre en place l'accord de Washington qui est pour moi uniquement lié d'une manière économique. Alors, négocier avec, parlons de Tshisekedi, qui n'a pas voulu négocier avec les travailleurs, qui a négocié avec leurs maîtres. Qu'en pensez-vous? Moi, je dirais, avant que Tshisekedi puisse aller négocier avec leurs maîtres, il y a des appels qui s'est fait entre leurs maîtres, qui s'est passé entre leurs maîtres et les travailleurs. Ils disent que ces messieurs viendraient dire comme ça, et nous on va faire ça, ceci, nous les Congolais nous ignorons. Ceux qui se disent même à l'est du pays, aujourd'hui Nanga, avec ses codisciples et les autres, lui-même il a dit que pour Bazouaki Kareminae, Yango et Tindakie, à ça la rébellion. Donc Congolais sont ceux qui Bazou et Lokonae, soit ceux qui est Lokwana ou Zouaki Yango, illégalement. Botoli Yango et pas l'État, il faut ça la rébellion pour qu'on bombarde parce que vous revendiquez votre droit. Yango.
il faut qu'on négocie na batouana. En fait, c'est plutôt des Nanga et celle des terroristes M23, je dirais, ce n'est pas seulement lié au carré mini. Mais dans l'air de. Peut-être que consciemment ils disent que c'est pour le carré mini, mais leur discours est simple, c'est de conquérir le pouvoir des légistes à Kinshasa. La raison pour laquelle il est en train de berner aussi. Conquérir le pouvoir, bien sûr, mais nous ne sommes pas dans des 1966, 1970 que quelqu'un viendra prendre le pouvoir par l'armée. Il faut venir par la voie des urnes. Il faut voter au bossa la campagne, pour convaincre les citoyens que voilà, na lingi ko ça il a bino boyboy. Il y a bitumba ezali sous soutien na mboka na biso. Alors na ngonga oyo et bien là bato o bazo la rébellion wana pour na yo. Il faut qu'on négocie na bango pour ça na bango ezali bakabola ba gâteau, bazana pour ça ba kota ba intégrer gouvernement. Ndeyango bazana ngo pour ça. Bazana pour ça bazala ba konzia ba société. Bazana pour ça bakoma ba député, bazana pour ça bakoma ba dirigeant il y a ministère voilà. Donc il y a encore un faut qu'on négocie là toi. Non, pour l'instant, tout en position à faiblesse. Parce que c'est faiblesse par rapport à quoi? Est-ce que notre pays nous sommes dans faiblesse par rapport à quoi? On a train de perdre les territoires. Non, les territoires, problème ezali ndeko nangai, problème ezali ya pouvoir na biso. Mokonzi mboka aboyi ko attaquer bango directement, a lobby et sengeli bakonzi oyo bakendaki ko lakisa makambo nyonso lolenge ezali kolekana baeba qu'est-ce qui se passe dans le pays avant banda ko attaquer bango ezalaki na lolenge wana c'est pas yango elobate que non congolais aza faible ba congolais baza faible il faut que ça bitumba oui il faut que bande il y a d'autres congolais lorsque bango bazomita la bi ke ngata na posendi na zona na élection te vi ba tester dans la bango des gens abé et puis ba ça déjà autant bien la réputation de Bongo auprès des Congolais, des gens comme Nanga. Vous pensez vraiment que Nanga possible le jour d'être que président de la République qui votera Nanga? Non. Bon, je sais pas, il y aura des gens qui vont le voter, mais avec quelle crédibilité Nanga tika na Congo? Vous voyez? Et d'autres personnes là, ça peut être facilement corruptible. Je dirais, lorsque on sait que Kagame c'est notre ennemi, le Rwanda c'est notre ennemi, et la personne en question aza frustré ne lo comment ko Kagame bengue yaka sala boui moi je vais te soutenir la personne en question si tout ce kaza et auto bien avoir il va directement c'est la demande de Nanga et puis disons de Kagame et puis nous combattre ce sont des cas Nanga n'avait pas une armée Nanga n'avait même pas de sous pour malgré tout il avait des carrières minimes mais n'avait pas de sous pour financer toute une grande armée comme l'FC mais il a été soutenu par quelqu'un ou à mon avis Nanga a frustré des baïba qui va carrer minier et puis lorsque je le soutiens à ça facilement c'est comme moi ce boy Ers Nayo tellement linga qui tellement à perdre avantage nous a pas Nayo mutumo ka bengi non na yebi na ndenge na koki kozongi ça pas fini to pas décoder il suffit juste pas nganga moko simba boy il fait elle sera elle sera prêt à tout faire ils a kaya bananga le mec est tellement frustré et surtout dans le conflit qui a entraîné na Fachi na Kabila et il y a un poussé à commencer à niveau de créer groupe rebelle à soutenir pas ennemi numéro 1 à Congo de Visaline de Kagame. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre la fin à la guerre et aussi que l'accord soit à notre avantage? Premièrement, vous avez des témoignages baza ko vivre vraiment ndenge biso to vivre na kina raté bazali ko vivre na psychose et la meilleure chose à faire pour eux ils en ont nous que le dialogue et que c'est un groupe à se retirer. Il faut se retirer. On renforce notre armée. Je ne sais pas les faire à l'écart de 2 ans pour renforcer toute une armée. Et puis, lorsqu'on renforce une armée, ça sera maintenant difficile pour quelqu'un qui est frustré quelque part, à une à 100 personnes à attaquer le village. Il saura que son sort est causé tellement ma casse. Il faut renforcer l'armée. Et comment ça monte mieux avant monter ça la rébellion, il faut avoir vraiment la mission, il y a grande envergure pour attaquer Mouka. Et là, on a reçu pas monsieur le président, pour l'instant, ils allaient renforcer l'armée. Et puis, disons, qu'on dialoguer, qu'on mette en place l'accord, il y a deux à Washington, pour il y a se complémenter tous les 3 accords. Moko et Kosimbati, il y a deux Moko Simbati. La Washington, celle ne tiendra pas. Et puis, dialogue de la scène, celle ne tiendra pas non plus. Il suffit qu'on s'enseigne sur Wana. Et puis, lorsque les calmes sera au rendez-vous, on organise notre armée. Et puis,
ça sera pas la fin, parce que le Congo est toujours convoité. Mais au moins, on va diminuer l'ampleur de ces massacres qui se passent tous les mois, toutes les années à l'est de notre pays. C'est encore Azo Sengani, président. C'est simple. Senko, et Azo Kendena, idée, il sait que dans ces groupes rebelles, il y a des Congolais. Il sait que parmi Bato Baza frustrés, il y a des Congolais. Alors, pourquoi tout ça entre les Congolais? Pour ce que tu as les titres dialogue, il y a des dialogues, ils allaient bien vivre ensemble. Ils tout vivre ensemble, dans des moments kimia. Et puis, surtout, une fois que vous vivre ensemble et que tu es organisé armé, ça sera difficile d'être agressé. Ça sera difficile de perdre Batin Belé parce que le président de la République, lorsqu'on avait pris Bunagana, ça a pris du temps, plus de 2 ans, Bunagana était toujours occupé. Qu'est-ce que le président avait fait? Lorsque c'était ce comme une Goma, Bukavu, tout le monde guerre au sérieux. Et pourtant, il fallait au sérieux depuis longtemps parce que notre armée n'était pas organisée. Maintenant, celle solution qu'on a retrouvée pour l'instant. Si on part à la guerre, on va perdre plusieurs personnes. Et les dommages collatéraux seront tellement vastes. La meilleure chose à faire pour l'instant, c'est de dialoguer. De dialoguer avec les groupes rebelles, de dialoguer avec les Congolais qui sont non armés, comme déjà comme Martin Fayoulou, et puis d'autres Congolais qui sont frustrés aussi, je dirais. Et puis de mettre en place, ou soit de mettre en pratique les désaccords de Washington. Kopambola, rebelle, parce qu'on a vu les dirigeants de la Cinco. Il y a qui est dirigeant de la Cinco, rappelle-moi encore. Actuellement, Monseigneur Fulgence. De Lumbashi. Et l'ex-secrétaire général, M. Cholet. Ah, Cholet, voilà. C'est, je crois, entre Cholet ou bien Fridolin Mbongo, non? Oui. Namona ki bapambola ki nanga avant la rébellion. Et il faut qu'on s'en aille sur la batoana, bapamboli, bomi à Congolais, qu'on s'en aille bango pour la kosala et qu'on négocie les sous. Par total, ma kamona lolenge ya nenge tozali koyo que la belle parole ou ezubi manamino la bangote. On doit voir aussi c'est que l'impact social au guerre et mimi namboka. Combien batu bakufi kuna na Goma, combien batu bakufi na Uvira na minito, combien batu bakufi kokota juste ya rebelle tant bakoti na Uvira kuna na tongo wa tozu information soki motozo filmer bibemeo babomi wana bazo kangae yepe ayebiso na été ce qui a refapé. Alors il s'appelle bien que non, ils sont des libérateurs, yeko pour na libérer wana bazo bomba bato. Et il faut qu'on continue qu'on négocie na bato ya bon parce que on veut la paix. Il faut qu'on négocie na bato wana. Et non, lorsqu'il y a une rébellion, je dirais massacre ezalaka pour ne pas cracher et ezalaka na bato yo bazana ba intérêt privé na bango. C'est ça, pour ne pas cracher aux mémoires de nos compatriotes qui meurent tout le temps. Je dirais même pendant San City, on s'est retrouvé avec des rebelles sur la table et tu trouveras la solution il y a très bien. Ceux qui te arrêtent toujours na moralité congolais, les pays allaient très loin. Malheureusement, il y a d'autres personnes frustrées toujours. Raison pour laquelle je dirais le fait d'aller bénir les rebelles, peut-être, l'église est un cadre, il y a une mission apostolique qui n'a soit disant c'est chrétien, on peut pas interdire la bénédiction à tous celui qui prie chez vous. Et ceux qui sont acquis, dans le sens négatif, sont négatifs plutôt, le président de la République n'allait pas commencer à recevoir la Sainte comme il le fait toujours. C'est-à-dire, d'une manière diplomatique, l'église est là au milieu du village pour tout le monde. L'église n'a pas d'armes pour aller se battre. L'église a remarqué que notre gouvernement ne se bat pas. Au contraire, nos compatriotes souffrent, nos territoires sont en train de partir. Alors, qu'est-ce que l'église fait? Comme lui n'a pas d'armes, il n'est pas l'ONU pour empêcher la guerre. Il vous appelle tous à la même table. Qu'est-ce que vous sommes? Les morts, je dirais, nous sommes dans un média, je ne peux pas dire que ce sont des dommages qu'on peut accepter, non. Mais ce sont des choses qui arrivent lorsqu'il y a la rébellion. Et il faut les stopper dès maintenant, avant que ça puisse continuer, afin qu'on puisse toujours perdre des compatriotes. Parce que si on n'arrête pas maintenant, les rebelles, disons, si on l'avait arrêté depuis Bukavu, mais aujourd'hui, à Louvire, on n'arrête pas perdre des gens. Mais comme on n'a pas arrêté depuis Bukavu, partout ils partent, ils tuent les gens,
Et si on n'arrête pas toujours au moment où ils sont à Ouvira, ils continueront toujours à tuer les gens. Alors, c'est une chose à arrêter pour l'instant. Parce que je trouve que notre armée fait toujours des replis stratégiques. Alors, quand est-ce qu'on fera des replis stratégiques? Jusqu'à Kinshasa. Non, il faut arrêter cette hémorragie. Il faut arrêter ces massacres des populations innocentes. En dialoguant pour l'instant, parce qu'on n'a pas de force, je dirais, clairement. La FARDC n'a pas de force pour l'instant. C'est une armée c'est une armée qui est bien organisée, bien encadrée. J'ai beaucoup d'estime pour la FARDC, mais elle est mal encadrée. Les dirigeants Exactement. dans l'armée de notre pays. Il faut mettre des compétents, il faut mettre des gens qui ont l'art de la guerre, sans vouloir donner des postes clés à des amis, je sais pas, à des gens de la famille. Là, l'armée ne se dirige pas comme ça, l'armée ne se fait pas comme ça. L'armée, c'est quelque chose qui est, comme on dit tout le monde, apolitique. Il ne faut pas politiser l'armée. Lorsqu'on dépolitise l'armée, lorsqu'on les laisse apolitiques comme elle a toujours été, on met des gens qui ont la capacité, qui ont les compétences. Et comme ça, nous allons bien organiser, bien encadrer notre armée parce qu'on a une très grande force depuis longtemps. Et on a intervenu dans plusieurs missions en Afrique. Et on a laissé des belles et des magnifiques traces là où la FARDC s'est passée. Alors, comment actuellement la FARDC commence à faire des replis stratégiques? Parce qu'on n'est pas bien encadré. Aux citoyens, nous donnons la parole aux citoyens à travers Neuf Jeux Médias pour parler des situations qui touchent directement à la société. Nous sommes dans l'accord de Washington, signé par Félix Tshisekedi à Washington, avec le président Paul Kagame et les autres pour mettre fin à la guerre à l'est de notre pays. Mais c'est Vini, selon vous, quelle devrait être la priorité absolue aujourd'hui pour améliorer la situation sécuritaire à l'est du pays? On commence d'abord par dialoguer. Dialoguer. Parce qu'il faut dialogue. Ça serait une manière d'arrêter l'hémorragie, d'arrêter les meurtres. Parce que les rebelles avancent. Et là où ils sont en train de violer, de tuer les gens légalement sans qu'on puisse les interdire. Alors, les populations qui sont dans ce territoire sont en train de souffrir. Alors, il faut arrêter cela en faisant un dialogue inter-congolais d'abord, avant d'aller mettre en place les accords de Washington et de Doha. Et comment pensez-vous que l'histoire jugera le président Félix Tshisekedi dans quelle décennie? Ça dépendait de la personne qui racontera son histoire, parce que l'histoire est biaisée au fil du temps. Plus le temps avance, plus il y a des fanatiques, et plus l'histoire se déforme. Alors, quant à moi, on est en train de vivre l'histoire actuellement. Je dirais si M. le président Tshisekedi continue avec cet allié, la plupart des gens le traiteront comme le pire président de l'histoire de la RDC. Alors, qu'il y ait un esprit d'écoute, qu'il y ait un esprit de dialogue, qu'il y ait aussi un esprit de force, c'est-à-dire de renforcer toutes nos institutions, soit pas seulement l'armée, toutes nos structures qui sont mal organisées. Presque vers la fin, Monsieur Vini, quel est votre dernier mot, point de vue? Pour parler de Washington ou soit des États-Unis, je dirais, la plupart des gens trouveront ça un peu bizarre, mais c'est la vérité. Et je peux vous l'assurer que les États-Unis n'ont jamais gagné une guerre ou réglé un conflit définitivement dans le monde. Il ne faut pas souffrir ce qui se passe dans les films hollywoodiens où ils nous montrent que les États-Unis ont une armée solide, tellement invincible. Et la plupart des gens me diront encore non. Et ce qui s'est passé à Nagasaki et Hiroshima, moi je dirais ça, c'était pas une victoire militaire, c'était un attentat. Les États-Unis ont organisé un attentat terroriste pour tuer des paisibles civils. Donc, si vous voyez dans l'histoire du monde, si on part en Asie, on verra que les Américains ont été chassés à Cambodge par les Khmers rouges. Ils ont été massacrés au Vietnam par les Viet Cong. On vient en Amérique, au Cuba précisément. Fidel Castro, on connaît tous l'histoire de la baie des cochons. Il a chassé les Américains. On part encore une fois. Les États-Unis, les Américains et les Européens ont été chassés par les talibans. Et même en Europe, au Portugal, à l'époque de la révolution des Oye, les KGB et les révolutionnaires ont chassé les Américains. Ils n'ont jamais gagné une guerre. Ils n'ont jamais réglé un conflit définitivement. Là où les États-Unis passent, il y a toujours un désastre.
Vous voyez? Donc ce sont des choses à réfléchir, que l'histoire nous enseigne, parce que l'histoire, je dirais pour moi, c'est une façon de raconter le passé au présent pour éclairer l'avenir. Et lorsqu'on vous raconte ce qui s'est passé quelque part, ce que vous êtes en train de faire au présent, ça vous conduira au même résultat. Alors, un historien, c'est comme un prophète du temps moderne. Il vous dit des choses, mais c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait, ils ont tombé sur ça. Alors, pour l'éviter, il faut faire ceci, cela. Tu vas récupérer les résultats de notre pays qui a fait ceci, cela, pour avoir ces bons résultats. Alors, il faut que le président de la République soit entouré de gens qui connaissent l'histoire, des gens qui sont doués dans l'art de la guerre et puis dans la géopolitique. Comme ça, notre pays sera tellement bien émergé qu'on ne puisse pas tomber dans des histoires dont notre ministre des Affaires étrangères, des défenses, qui parlait un discours déjà bien fait dans un film, vous voyez. Alors ce genre de ministre, vous voyez, on est aux abois. Parce que notre pays aujourd'hui, on est agressé par tout le monde. Pas seulement aux multinationaux, pas seulement aux grandes puissances, mais aussi par nos propres frères africains. Hormis les Rwandais. On signe les accords avec le Rwanda, mais le Rwanda n'est pas seulement notre seul ennemi. On a aussi l'Ouganda qui est là. Vous avez regardé les propos de M. Museveni d'avant-hier, où il dit que la province de Ituri est une partie intégrante d'une communauté ougandaise. Imaginez. Donc, si aujourd'hui on règle les problèmes avec le Rwanda seul, on aura encore d'autres ennemis dans notre sous-région. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de chercher un dialogue de bien vivre ensemble. Parce que si les Congolais sont unis, sont forts, aucune agression venant de l'extérieur peut les séparer. Donc, pour vous, il faut renforcer la capacité de la FARDC. Exactement. Et aussi dialoguer pour la paix dans notre pays avec n'importe qui. Et il faut toujours le faire. Non, pas n'importe qui. Ok. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Vini. Merci à tous ceux qui ont suivi Nerjeux Média dans Parole aux citoyens. Matomba mingi balobi mboko babuma ngo mingi na bato français balobi mboko vraiment yango wana balobi bakino balobi il faut changer mboko babumi yango na bato français belé matomba mingi na bandeko nyonso balandi Parole aux citoyens soki olingi oya na Nerjeux Média to ya bayo na Parole aux citoyens écris-nous sur plus 243 81 423 16 61. Nerjeux Média vous donne la parole, les temps, le moyen de vous exprimer. Restez branchés sur Nerjeux Média, le plus grand média en ligne, pour ne rien rater. Nerjeux Média, branché, rapide, connecté, c'est ici que ça se passe.